Bienvenue au webinaire apicole de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, notre conférencière est Marie-Lou Morin. Marie-Lou a débuté son parcours en sciences apicoles en 2017. Elle a d'abord travaillé sur le potentiel mellifère des plantes fourragères lors d'une initiation à la recherche. Par la suite, elle a complété une maîtrise dans laquelle elle s'est intéressée à la relation entre les comportements hygiéniques de l'abeille et la résistance aux parasites varrodestructeurs. Elle est maintenant professionnelle de recherche à l'Université Laval et travaille notamment sur des tests en cagette pour vérifier l'impact de différents stresseurs sur l'expression des gènes, des protéines et du microbiote des abeilles dans le cadre d'un projet pan-canadien qui s'appelle BCSI. Au CRESAD, elle participe également à l'élevage de rennes. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Lou qui va nous présenter son webinaire. Donc, je te laisse la parole, Marie-Lou. Merci beaucoup d'être avec nous pour présenter ce soir. Bien, merci à toi, Martine, de présenter ces webinaires-là et de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler de ce sujet-là auquel j'ai accordé 4 ans de mon parcours scolaire. Donc, ça me fait vraiment plaisir de essayer de vous expliquer, premièrement, c'est quoi les comportements hygiéniques, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais il y a plusieurs termes qui sont associés à ça. Donc, la résistance au varroa, ça intéresse pas mal tous les apiculteurs et je le comprends parfaitement. Donc, je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est ce que la sélection génétique des comportements hygiéniques pourrait apporter à l'apiculture québécoise. Donc, pour ce qui est de la présentation, ça va être divisé en 4 sections majeures. Donc, pour commencer, on va s'introduire un petit peu au mécanisme. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir un comportement vraiment au niveau biologique chez les abeilles? Ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Donc, on va parler des comportements hygiéniques. Je vais vous définir c'est quoi. On va voir comment on peut les observer et comment on peut les étudier aussi. Par la suite, je vais enchaîner avec un petit résumé de ce que j'ai fait pendant ma maîtrise. Donc, j'ai fait un travail de recherche sur les comportements hygiéniques. Puis, on va terminer avec des perspectives. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces comportements-là, ces traits qui pourraient être bénéfiques dans la sélection de l'abeille pour que tout le monde puisse en profiter. Commençons. Donc, voici une colonie d'abeilles. C'est bien simplifié, mais toutes les personnes impliquées sont là. Donc, on a notre reine, qui est la génitrice de la colonie. On a toutes les abeilles immatures, donc on appelle le couvain. On a les œufs, les larves et les pupes, donc qui sont sous les opercules. On a nos faux bourdons, les mâles de la colonie qui vont aller accoupler d'autres reines dans l'environnement. Puis on a évidemment toutes nos ouvrières qui sont les plus nombreuses et qui vont accomplir toutes les tâches, dans le fond, qui vont permettre à la colonie de subsister. Puis j'ai inclus aussi notre petit parasite préféré, varrodestructeur, pour illustrer qu'il n'y a pas juste des abeilles dans la ruche. Donc avec la colonie viennent tous ces parasites et ces pathogènes. Pour revenir aux ouvrières, donc comme j'ai dit, elles vont accomplir diverses tâches. Certaines vont s'occuper de la reine, d'autres du couvain, d'autres vont même aller à l'extérieur de la ruche pour aller chercher les ressources qui vont servir de nourriture. Puis, il y en a d'autres qui vont s'affairer à nettoyer à l'intérieur de la ruche. Donc, toutes ces abeilles-là, elles travaillent ensemble pour subvenir aux besoins, pas seulement de l'individu, mais du super-organisme qui est la colonie. Donc, la division des tâches, c'est ce qui définit ça. Puis là, on peut se demander, en regardant toute cette belle harmonie, ce beau travail, comment est-ce que les ouvrières, ils savent quoi faire au moment où elles font quelque chose? Donc, on pourrait, en fait, c'est la pensée qui subsiste de modèle anthropomorphique un petit peu de la colonie d'abeilles. On se dit, ben, il doit y avoir une reine qui dirige toutes ces petites ouvrières puis qui leur dit quoi faire. Ou des subordonnés, une espèce de pyramide hiérarchique.
Mais c'est vraiment pas le cas. En fait, les abeilles, c'est plus comme des petits ordinateurs qui vont, avec le code qu'ils ont en elles, donc leur code génétique similaire à un code informatique, par exemple, recevoir les inputs, donc les stimuli, et répondre en accordance avec ce que leur programme leur dit faire. Donc, elle ne va pas penser, par exemple, à se dire, ah, on manque de nourriture, je devrais aller en chercher. Donc, ça va vraiment être, je reçois des signaux selon ce que moi, je sais dans mon code, comment est-ce que je vais réagir. Donc, on a des facteurs internes et externes qui vont influencer la réponse des ouvrières. Donc, dans les facteurs internes, on parle du stade de développement. Donc, dépendamment de l'âge, on sait que les abeilles ne sont pas capables d'accomplir les mêmes choses. Par exemple, pour la production de la cire, ben, c'est juste à un certain moment de la vie de l'ouvrière qu'elle va être capable de produire la cire avec ses glands. Ensuite, il peut y avoir des stimuli physiques à l'intérieur du corps. Donc, si elle vient de s'alimenter, par exemple, le jabot de l'ouvrière va s'agrandir, puis là, elle va recevoir des signaux physiques pour lui dire qu'elle vient de manger. Donc, elle n'a pas besoin de manger plus, par exemple. On a aussi les hormones, donc qui vont être produites par les glandes de l'ouvrière elle-même et qui vont stimuler divers endroits dans son corps. Puis, évidemment, dépendamment de sa composition génétique et de l'épigénétique, donc sa production de protéines, ça va l'influencer aussi son comportement. Pour ce qui est des facteurs externes, donc c'est tout ce qui est stimuli, donc les sons, les vibrations, les composés chimiques qui flottent dans l'espace et qui se trouvent à proximité. La lumière, c'est un facteur externe aussi, puis les champs magnétiques. Donc, en recevant tout ça, elle va produire son comportement. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un stimulus, comme par exemple si l'odeur d'une belle fleur, donc les particules qui émanent de cette fleur, pour produire un comportement? Comme si la réponse comportementale, on pourrait dire, c'est de sourire parce qu'on trouve que la fleur sent bon. Bien, on va commencer par regarder un petit peu les stimuli, qui sont des composés chimiques. Donc, c'est vraiment ça qui va nous intéresser dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Les mieux connus et les plus importants, c'est les phéromones. Donc, premièrement, il y a la reine qui dégage plusieurs phéromones. Dans le fond, une phéromone, c'est un composé chimique qui est émis à l'extérieur d'un organisme et qui va influencer soit la physiologie ou le comportement d'un autre individu de la même espèce. Donc là, la reine, elle va produire divers composés qui vont avoir plusieurs impacts différents. Puis, il y a aussi le couvain qui émet certaines phéromones. Donc, ils vont stimuler, par exemple, la production de nourriture, ils vont inhiber les ovaires des ouvrières, etc. Puis, il y a aussi les phéromones qui causent le comportement hygiénique, entre autres. Ensuite, comment est-ce que l'abeille a réussi à percevoir tous ces stimuli-là? Bien, elle est dotée d'organes sensoriels. Donc, les plus évidents, ce sont les yeux, les antennes et les pédipalpes. Puis pour tout ce qui est odorat et goût, c'est vraiment les antennes là, qui vont être l'organe le plus important pour la détection de tous les composés. Donc, si on fait un zoom là, sur une antenne, ce qu'on voit, c'est des toutes petites structures qu'on appelle des sensilles. Puis les sensilles sont dotés de pores, donc des petits trous, au travers desquels les composés vont pouvoir traverser et atteindre les terminaisons nerveuses à l'intérieur des antennes. Donc, c'est cet influx nerveux-là. On voit ici un détail schématisé, si on veut, donc de l'odeur qui rentre, qui est transportée par une protéine vers la dendrite, qui est la terminaison nerveuse. Et ça va circuler de notre antenne jusqu'au cerveau, où là, l'abeille va analyser, son petit ordinateur va analyser le stimulus qu'elle a reçu et on va obtenir un comportement approprié. Donc ça, c'est juste la cascade résumée
pour vous montrer qu'il y a vraiment plusieurs endroits dans ce processus qui nous apparaît simple et très... en tout cas, j'ai oublié mon mot que je voulais dire. Très inné ou facile à comprendre, mais qu'en fait, il y a vraiment plusieurs endroits où il peut y avoir des différences au sein des individus. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Donc, on rentre plus au niveau des comportements hygiéniques. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un comportement complexe qui est en 2 étapes. Donc, la première étape, ça va remettre la détection du signal qui va être émis par le couvain. Donc, quand on parle de comportement hygiénique, on s'intéresse au couvain qui soit mort ou malade dans la colonie. Donc, elle émet des molécules. Là, j'ai mis une petite comparaison pour illustrer quand on a un bébé puis qui fait ses besoins dans sa couche, ben il y a une odeur. Cette odeur-là, elle nous dit il faut se débarrasser de la couche. Donc, la deuxième étape, c'est de retirer l'individu qui est infecté. Puis, pourquoi c'est important de se débarrasser de la couche ou de la pupe qui est infectée au malade? Ben, c'est pour diminuer la propagation des maladies au sein des individus qui nous entourent. Donc, pour les abeilles, c'est au sein de la colonie. Ce comportement-là, en fait, ça fait partie de l'immunité sociale. Donc, chez tous les animaux, dont les insectes eusociaux, il va y avoir des actions qui vont être prises pour maintenir la santé de la colonie. Donc, c'est pas unique aux abeilles. Et les comportements hygiéniques en font partie. Donc, on a, par exemple, le Varroa Sensitive Hygiene, qui est en abrégé le VSH. Donc, c'est le comportement hygiénique qui est spécifique à Varroa. On a la récolte de propolis, qui est en fait une substance qui a des propriétés antibactériennes, donc qui peut favoriser l'immunité. Puis aussi, on a d'autres comportements comme l'épouillage des varrois, donc les abeilles vont être capables de les attaquer pour les faire tomber sur le plateau. Et là, j'ai une petite vidéo à vous présenter pour le... J'espère que ça va fonctionner. Pour le Varroa Sensitive Hygiene, donc ce qu'on voit, c'est l'ouvrière qui est en train de désoperculer une pupe qui est infestée par un varroa. Donc, on va voir qu'elle va réussir à la grignoter pour l'ouvrir. Et là, ensuite, il y a une autre ouvrière qui va venir pour continuer le travail jusqu'à ce que l'opercule soit complètement ouvert. Et là, on va commencer le retrait de la pupe qui est infectée. Donc, c'est le même principe pour un comportement hygiénique, par exemple. Et là, on voit le petit varroa qui sort. Attention. Donc, on s'est débarrassé du varroa. C'est, comme je disais, c'est le même principe pour le comportement hygiénique si la pupe est morte. Donc, ça va être les mêmes étapes que ce qu'on vient de voir à l'instant. Je vais faire une petite parenthèse pour définir la différence entre la tolérance et la résistance avec l'exemple du varroa. Donc, il ne faut pas confondre les deux termes, puisque la tolérance, en fait, ça se trouve à être un système qui permet à l'autre de diminuer l'impact qu'un parasite ou un pathogène va avoir sur lui sans que les taux d'infestation soient diminués. Par exemple, une abeille qui serait tolérante au varroa, ben, elle ne serait pas affectée par la présence d'un grand nombre de varroa, ce qui n'est pas normalement le cas. Puis, à l'inverse, la résistance, ben, c'est que l'hôte, donc l'abeille, va être capable de diminuer le succès reproducteur du varroa et de garder les taux d'infestation plus bas. Donc, plus bas que des niveaux où il serait dommageable. Puis là, sur la figure qu'on a là, on a tout ce qui en vert et des exemples de résistance. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, le comportement d'épouillage, le VSH, etc. Et de tolérance à varroa. Donc, ça peut être complètement d'autres comportements. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les abeilles hygiéniques des abeilles qui ne le sont pas? Donc, à la base, une abeille,
a tout ce qui est nécessaire à accomplir ce comportement-là. Donc, elle a les antennes pour percevoir le stimulus, puis elle a des mandibules pour déséporculer, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'une abeille va accomplir le comportement ou pas? Ben, c'est leur sensibilité à la perception des stimulus. Donc, par exemple, à gauche, on a notre abeille qui est pas hygiénique, donc il va pas nécessairement se dépêcher d'accomplir le comportement quand elle va passer par-dessus un cadre où il y a une pupe qui est infestée de quelque chose ou qui est décédée. Puisque pour un même stimulus, donc qui est représenté par la courbe, son seuil de réponse, qui est la ligne horizontale, n'est pas assez bas. Donc, il n'est pas assez sensible pour que la cascade de comportement s'enclenche. À l'inverse, l'abeille qui est hygiénique, ben, par divers mécanismes, son seuil est plus bas. Donc, elle a besoin d'avoir un moins fort stimulus pour accomplir le comportement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire plus en détail? Un exemple de mécanisme qui pourrait causer la baisse du seuil de détection, ça pourrait être par exemple une modification dans l'expression des gènes. Donc, les gènes, c'est dans l'ADN qui vont être transcrites en ARN puis en protéines. Donc, ce sont toutes les molécules qui forment le corps de n'importe quel être vivant, dont les protéines qui vont acheminer nos petites molécules odorantes vers les récepteurs. Donc, ça s'appelle les Odorant Binding Protein, donc OBP. Et ce que certaines études se sont rendues compte, c'est que chez les abeilles qui expriment plus le comportement, ben, ces protéines-là étaient exprimées en plus grande quantité. Donc, il y en avait plus. Donc, il y avait plus de chances que la molécule soit perçue et apportée à la neurone. Puis, ce qu'on voit avec le graphique au centre ici, c'est la différence de réaction. Donc, l'action électrique dans les antennes, c'est-à-dire. Donc, en foncé, on a les abeilles hygiéniques et en pâle, des abeilles non hygiéniques. Et à des stimuli qui sont inférieurs, donc sur une échelle ici qui grandit, on va commencer par ici. Donc, aux concentrations qui sont les plus élevées, il n'y a pas de différence entre les abeilles hygiéniques et non hygiéniques. Donc, les deux sont capables de les percevoir, mais c'est vraiment lorsqu'on diminue plus bas, lorsqu'ils sont proches de zéro, que c'est seulement les abeilles hygiéniques qui accomplissent le comportement ou qui l'accomplissent en plus grande quantité. Pour compliquer la chose, en plus d'avoir des différences entre les colonies, ben, on a au sein de la même colonie des abeilles qui sont plus ou moins hygiéniques. Donc, ça, c'est dû à l'architecture génétique des abeilles. Donc, on sait que la reine de la colonie est fécondée par plusieurs mâles. Et le background génétique de chacun de ces mâles-là va influencer comment les lignes paternelles d'une même colonie vont exprimer le comportement. Donc, les abeilles qui vont être les plus sensibles, on va les appeler les initiatrices. Ça va être celles qui vont être capables de détecter vraiment dans des petites concentrations et qui vont commencer à grignoter le petit opercule. Puis là, quand l'opercule va être ouvert, ben là, ça va libérer plus facilement les molécules. Puis les autres abeilles qui sont un peu moins sensibles vont pouvoir continuer le comportement. Maintenant vient la question qui est assez complexe. Comment est-ce qu'on fait pour observer les comportements chez un super-organisme? Parce que c'est assez simple d'aller prendre une abeille puis regarder qu'est-ce qu'elle fait si on l'observe. Mais dans une colonie, oui, on peut ouvrir la colonie comme on fait quand on fait la régie de nos ruches, mais aller voir des comportements qui durent assez longtemps et qui peuvent se passer partout dans la colonie, c'est assez complexe. Donc, on peut y aller par observation directe, soit dans des ruchettes d'observation fenestrées. Donc, on peut installer des caméras et aller voir vraiment à l'aide de logiciels surtout les comportements qui se déroulent. Donc là, ça nous donne des vidéos assez intéressantes puisqu'on peut voir en accéléré ou en temps réel les abeilles retirer le couvain.
Donc ça, c'est vraiment intéressant pour découvrir des nouveaux comportements, par exemple, ou aller les confirmer. Donc, on peut les supposer, mais il faut aller les voir. Et c'est définitivement fascinant, mais c'est très peu utile quand on veut comparer un grand nombre de colonies. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de temps que ça prend pour observer, analyser, décortiquer chacune des vidéos qu'on pourrait avoir pour des centaines de colonies. Donc, il faut trouver des alternatives à ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on administre des tests dans les colonies où on peut observer un résultat de comportement. Donc, on ne va pas aller voir les abeilles qui sont en train de le faire, mais on va de manière standardisée appliquer un test, puis aller observer la réponse. Donc, je vous montre quelques exemples. On a le test de mort par congélation, donc avec de l'azote liquide, qui vise à aller voir c'est quoi la capacité des abeilles à nettoyer le couvain qu'on va tuer, donc une petite quantité de couvain, leur capacité à le faire rapidement, donc en dedans de 24 heures. Donc, on commence le test en sélectionnant un cadre de couvain operculé où les pups sont du bon âge, parce qu'il y a un certain âge où les abeilles vont plus effectuer le comportement. Ensuite, on place nos cercles dans lesquels on va administrer l'azote liquide. Donc, ce qu'on va faire avant le test, c'est qu'on va compter le nombre d'alvéoles total qu'on a dans nos deux ronds. Administrer l'azote liquide, donc qui va tuer instantanément le couvain. Puis, 24 heures plus tard, on va ressortir le même cadre et aller compter combien d'alvéoles de pupes mortes les abeilles ont été capables de nettoyer. Donc ça, c'est un exemple de lecture qu'on peut faire une colonie qui n'est pas super hygiénique. Donc, on voit les deux cercles où l'azote liquide a été versé. Il reste encore plusieurs pupes qui ne sont pas désoperculées, d'autres qui sont désoperculées mais qui n'ont pas été retirées. Versus une colonie où les abeilles là, sont vraiment hygiéniques, qui on voit que 100% des pupes ont été retirées pour la même durée de test. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne vraiment des chiffres pour comparer. Si on analyse les tests tous en même temps de manière uniforme, ben c'est plus facile de comparer les colonies entre elles. Il y a une autre version de ce test-là, c'est le même principe, sauf que là, on vient percer les pupes avec une aiguille entomologique. Donc, on se fait des petits losanges ici de 50 pupes qu'on perce une à une. Puis, les abeilles font leur travail. Et après ça, après un certain temps, on va voir un résultat qui est similaire. Donc, les abeilles qui sont pas hygiéniques. Il y a encore beaucoup de pupes qui sont pas complètement enlevées, d'autres qui sont pas désoperculées. Et quand c'est très hygiénique, ben là, on a presque tout enlevé. Ensuite, on a des comportements hygiéniques qu'on dit plus spécialisés. Donc, j'en ai parlé légèrement tout à l'heure du Varroa Sensitive Hygiene, VSH. Donc, c'est un comportement hygiénique qui cible et élimine spécifiquement le couvain qui est infesté par les acariens. Puis ce trait-là, il va être évalué par des tests qui vont mesurer justement ça, donc l'élimination du couvain qui est parasité par Varroa. Donc, à place de tuer du couvain, on va aller vérifier si les abeilles ont été capables de retirer des pupes qui avaient des varrois à l'intérieur. Donc là, je vous laisse deviner que c'est pas simple comme tâche. Voici un schéma résumé de la méthode qu'on utilise, en fait, qu'on a utilisé et qui est utilisé de manière assez uniforme avec les autres chercheurs aussi. Donc, on commence avec des colonies qui sont fortement infestées de varroa, qui vont être nos donneuses de varroa. Ça va faire plus de sens dans quelques instants. Donc, on va insérer un cadre qui est vide dans cette colonie-là et on va permettre à la reine de pondre dessus, puis on va la laisser à l'intérieur jusqu'à temps que le couvain soit perculé. Donc, pour laisser le temps au varroa de pénétrer dans le cadre et d'être emprisonné. Ensuite, on va sortir ce cadre-là, qui est fraîchement operculé, de la ruche. Puis, on a développé avec Stéphanie Rouleau-Breton, qui est une autre étudiante qui est passée au labo. On est capable de, avec un seul cadre,
le diviser en deux. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec seulement une colonie donneuse, on peut faire 2 ruches, on peut tester 2 colonies. Et donc, avant de l'insérer dans la colonie qu'on veut tester, on doit aller quantifier le nombre de varroa qui se trouvent à l'intérieur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre 150 cellules pour avoir un taux initial d'infestation. Donc, on ouvre 150 cellules. À chacune, on regarde est-ce qu'il y a un varroa ou non. On fait le total du nombre de varroa qu'on a trouvé sur 150, puis ça nous donne un pourcentage. Puis, on a aussi pris des photos avant de les insérer pour voir le patron de pont qui avait été fait. On installe le cadre et on le laisse dans la colonie à tester pendant 7 jours pour laisser le temps aux ouvrières de retirer les acariens. Puis ensuite, on refait le même travail qu'initialement. Donc, on va rouvrir 150 cellules pour voir si le taux d'infestation a diminué. Et s'il a diminué, là, on va conclure que la colonie a exprimé le comportement VSH. On va aussi, par le fait même, tant qu'à ouvrir les cellules, on va regarder le mite non-reproduction. Donc, je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Et le comportement de recapping. Le mite non-reproduction était anciennement appelé le SMR, mais ça a été redéfini comme étant vraiment le résultat qui est l'échec d'une varroa fondatrice à produire au moins une adulte femelle qui va être fertile et qui va pouvoir réintégrer la population d'acariens dans la colonie. Donc, on sait que le varroa dépend du couvain pour se reproduire. Donc, la femelle fondatrice va pénétrer juste avant l'operculation et pondre un mâle, puis plusieurs femelles, puis après ça, toutes les femelles filles ainsi que la mère vont sortir et vaquer à leurs occupations qui sont de faire des bobos à nos abeilles. Donc, plus particulièrement, on dit qu'une varroa fondatrice n'a pas réussi à se reproduire si elle pond aucun œuf. Donc, ça, on peut aller le voir en ouvrant nos petites cellules sous un binoculaire puis en inspectant cautionneusement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça pond juste un œuf. Donc, s'il y a juste un mâle, ben, il n'y a pas de femelles qui sortent. S'il n'y a pas de mâle, mais qu'il y a juste des femelles, ben, ces femelles-là ne seront pas fécondées, donc elles ne pourront pas se reproduire par la suite. Puis si la femelle a commencé à pondre ses œufs trop tard en relation avec le développement des nymphes. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, le développement des nymphes d'abeilles a une durée limitée. Et le cycle de reproduction des varrois aussi est timé aux heures. Dans le fond, il peut y avoir seulement un certain nombre d'œufs qui vont être pondus en un certain nombre de jours. Donc, si elle tarde à commencer à pondre son premier œuf, ben, il va y avoir de moins en moins de femelles fertilisées qui vont fécondées, excusez, qui vont pouvoir émerger de la cellule à ce moment-là. Donc, ça, c'est une charte qui a été développée pour aider à l'analyse du mite non-reproduction. Donc, dépendamment du stade de la pupe qu'on retrouve dans l'alvéole, on va regarder sa famille qu'elle a produit, si ça ressemble à ce qui est attendu. Et si c'est le cas, ben, elle s'est reproduite. Si c'est pas le cas, ben, on va la dire qu'elle est MNR, non-reproductive. Pour ce qui est du recapping, c'est un autre comportement qui est étudié. En fait, c'est pas tout à fait clair si c'est lié ou pas au VSH en tant que tel, parce que c'est une séquence comportementale qui est associée au ciblage, à la désoperculation, comme on peut voir à gauche. Puis, à la place de retirer la pupe, ben, l'ouvrière va réoperculer tout simplement la cellule. Donc, ça pourrait conduire à des perturbations dans la reproduction de l'acarien. Donc, le fait d'avoir un trou béant qui peut modifier la température, l'humidité ambiante dans ce petit endroit fermé, il y a des études qui disent que ça peut perturber la reproduction, d'autres qui ont démontré l'inverse. Donc, c'est pas tout à fait clair le rôle de ce comportement-là.
Et comment on l'observe, dans le fond, c'est super simple, c'est en retournant l'opercule. On peut voir si le cocon de soie qui se trouve à l'intérieur, qui a été fait par la pupe, est intact ou non. Donc, s'il est intact, ça n'a pas été manipulé par les abeilles. Puis si on voit un trou plus ou moins grand, ben là, on voit que le cocon a été défait, puis qu'il y a une nouvelle couche de cire qui a été apposée. Donc ça, c'est les comportements satellites aux comportements hygiéniques qui sont plus généraux, qui sont étudiés un peu partout dans le monde en ce moment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon projet de maîtrise. Le titre de mon mémoire, c'est Lutte intégrée contre varroa destructor, comparaison des comportements hygiéniques de l'abeille domestique Apis mellifera. Donc, j'étais sous la supervision de Pierre Giovenazzo et j'ai fait ça à l'Université Laval en partenariat avec le CRISAL. Donc, le contexte dans lequel mon projet s'inscrivait, c'était vraiment dans la lutte à varroa, qui, on le sait, est une cause majeure des pertes de colonies au Canada, et ça depuis belle lurette, depuis son introduction, en fait, soit par ses actions directes contre les abeilles adultes et le couvain, ou aussi par la transmission de virus. Et comme on a vu aussi les diapositives précédentes, ben, il y a un certain manque de connaissances au niveau des comportements hygiéniques, surtout à ce qui a trait au lien entre ces comportements-là. Donc, c'est ça que j'ai voulu aller pallier avec mon projet. Donc, c'est vraiment d'améliorer la connaissance de ces liens, des liens entre ces traits comportementaux qui peuvent contribuer à la résistance à varroa et à l'immunité sociale au sein des colonies du programme de sélection Université Laval-Cresart. Donc, je vais vous expliquer rapidement mes variables d'intérêt. Je les ai divisées en deux catégories. Donc, on a des variables qui sont de la performance des colonies dans une régie normale. Donc, on est vraiment allé mesurer ces traits-là dans la colonie elle-même sans faire de modification. Puis, on a les traits de performance des colonies dans un design expérimental de forte infestation par varroa. Plus précisément, j'ai mesuré le comportement hygiénique avec l'azote liquide, aussi avec le PIN test. Puis, j'ai évalué le taux d'infestation naturelle de varroa dans ces colonies-là à la fin de la saison, au mois d'août. Pour ce qui est des performances dans le cadre fortement infesté, je suis allée mesurer le VSH, le MNR et aussi le recapping. Donc là, je ne m'attarderai pas trop sur les méthodes parce que je vous les ai quand même bien expliquées. Juste noter que j'ai mesuré j'ai mesuré le taux d'infestation de varroa dans les colonies avec un wash à l'éthanol. Puis que aussi les deux tests, en fait, tous les tests que vous voyez ici, hormis la prise d'échantillons, ont été faits sensiblement en même temps. Donc, les deux comportements hygiéniques ont la même journée. Puis, tout ce design-là aussi, c'était dans la même semaine que ces tests de comportement hygiénique pour assurer vraiment une cohésion dans les données. Les analyses que je suis allée faire, c'est premièrement, je suis allée mesurer les corrélations entre toutes ces variables-là. Puis, je me suis intéressée à savoir est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs de ces variables-là qui pourraient nous permettre de prédire le taux d'infestation à la fin de la saison. Donc, est-ce que juste en mesurant, par exemple, le MNR ou le recapping ou peu importe, on serait capable de prédire si une colonie va être fortement infestée, ou faiblement infestée à la fin de la saison. Donc, avant de vous présenter le résultat des analyses, je voudrais vous montrer un résumé des traits. Donc, la moyenne, notamment, et la distribution parmi les 34 colonies que j'ai testées. Donc, on peut voir qu'il y a une assez belle variation là, pour tous ces traits-là. Puis que, ben voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous montrer ici. Au niveau des corrélations, on a trouvé seulement deux qui étaient significatives dans notre population. Donc, premièrement, le VSH était négativement corrélé avec le recapping
excusez-moi, là, les variables sont en anglais, je m'excuse, avec la réoperculation du couvain qui était infesté par varroa. Donc, pour ce qui est du recapping, j'ai divisé ça en comme 2 niveaux d'intensité, si on veut, le recapping de toutes les cellules étudiées versus le pourcentage de recapping de juste les cellules qui étaient infestées par un varroa. Donc là, on voit que plus la colonie était VSH et moins elle faisait de recapping dans les alvéoles qui étaient infestés. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se dit le recapping, c'est un peu le comportement inverse au VSH, puisque quand c'est VSH, ben, on retire la pupe qui est infestée versus quand c'est juste le recapping, ben, on voit qu'il y a le varroa, mais on fait juste la refermer. Donc ça, c'était vraiment un résultat intéressant. Puis le deuxième, donc c'est les 2 niveaux de recapping qui sont aussi négativement corrélés. Donc, plus qu'une colonie va réoperculer des cellules, moins le pourcentage de recapping juste au niveau des infestés va être élevé. Donc, c'est comme si trop de recapping, c'est pas nécessairement directement spécifique au varroa dans le cas des colonies que j'ai étudiées. Okay. Pour ce qui est du modèle prédictif, donc il y a 3 des variables qui permettaient de prédire le taux d'infestation de varroa à la fin de la saison. Premièrement, on a le mite non-reproduction. Donc, on voit la courbe qui est ici. En Y, on a le nombre de varroa par 100 abeilles, donc l'infestation. Puis ici, en X, on a la proportion de varroa qui était non reproductrice. Donc, on voit que plus qu'on a de varroa qui sont non reproductrices et moins l'infestation est élevée à la fin de la saison, qui est une super bonne nouvelle, en fait, parce qu'on sait que si les varroas sont pas capables de se reproduire correctement, ben la population va croître moins vite. Donc, s'il y a une plus grande proportion des varroas qui se reproduisent pas bien, ben c'est normal que la courbe de croissance soit moins élevée. Ensuite, la deuxième variable qui était significative, c'est la réoperculation. Donc, ça, c'est la relation inverse au MNR. Donc, plus qu'on a de cellules qui sont réoperculées et plus on s'attend à avoir un grand nombre de varroa à la fin de la saison. Puis finalement, le test d'azote, donc qui mesurait le comportement hygiénique, était aussi négativement prédictif du taux d'infestation. C'est-à-dire que plus la colonie est hygiénique et moins on s'attendait à avoir de varroa à la fin de la saison. Donc, ce qu'on retire de mon étude, en fait, c'est que les 3 traits comportementaux qui sont les plus intéressants pour la résistance à varroa dans la population du programme de sélection Université Laval-Cresade, c'est vraiment le MNR, le comportement hygiénique mesuré par l'azote liquide et le recapping. Le recapping est intéressant, mais ce que j'ai démontré, en fait, c'est peut-être qui est intéressant, mais à l'inverse. Donc, plus il y aurait de recapping et moins ça permettrait aux abeilles d'être résistantes à varroa, tandis que les 2 autres ben, procureraient plus un avantage. Donc, c'est pas mal ça, les gros résultats de mon projet. Maintenant, on va parler un petit peu de sélection génétique. Donc, comment est-ce qu'on place les comportements hygiéniques dans la sélection? Pour commencer, ben, c'est quoi la sélection génétique? C'est le contraire, pas le contraire, mais en fait, quand on parle de sélection naturelle, par exemple, ben, c'est qu'il y a une diversité au sein des individus, puis les facteurs de l'environnement vont venir faire une pression sur les individus, puis seulement ceux qui sont les mieux capables de se reproduire
vont dominer l'environnement. Puis, ce qu'on vient faire, c'est un peu reproduire l'avancée des traits, mais de manière artificielle. Donc, je vous donne l'exemple du programme de sélection Université Laval-Crescent. C'est issu des travaux de Ségolène Maucourt que vous avez peut-être déjà vu présenter. Donc, on a un très grand nombre de colonies au départ sur lesquelles on fait un paquet de tests, dans le fond, de tous les traits qui nous intéressent. Par exemple, le comportement hygiénique. On va venir sélectionner les meilleurs, donc ils vont produire des faux bourdons et dans lesquels on va venir faire des greffages pour produire des nouvelles reines. Et ensuite, on se retrouve avec une nouvelle génération qui, si tout fonctionne comme on veut, aura un trait plus avancé ou, dans le cas du comportement hygiénique, on aura un plus gros pourcentage d'hygiène plus qu'on avance de génération en génération. Et là, vous pouvez vous imaginer que c'est pas simple, même avec des modèles biologiques comme les animaux mammifères, où il y a juste un papa et une maman. Là, avec les abeilles, on a une maman et plusieurs papas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer des traits sur plusieurs individus en même temps qui n'ont pas le même background génétique? C'est assez compliqué. Ça ralentit donc la vitesse à laquelle on peut faire des gains. Et aussi, il faut s'assurer que les traits qu'on veut améliorer soient héritables. Donc, on puisse les transmettre de génération en génération. Et souvent, ce qui arrive, c'est que il y a seulement une petite proportion de ce qu'on voit qui est dû à la génétique et qui est transmissible. Donc, ça aussi, ça peut ralentir l'amélioration des différents traits qui nous intéressent. L'abeille est aussi très sensible à la consanguinité, donc on peut pas faire n'importe quoi quand on fait de la sélection. On peut pas juste prendre deux reines, en envoyer une faire des faux bourdons, l'autre on fait des femelles, puis on reproduit le même pool génétique à l'infini. Les abeilles vont finir par être pas viables si on n'ajoute pas du nouveau matériel génétique périodiquement. Donc, ça aussi, ça ralentit tout le processus. Puis évidemment, le fait que ce soit pas juste un individu, comme je l'ai dit, c'est vraiment un super organisme, mais là, c'est un frein également. Puis il y a aussi des aspects méthodologiques, donc qui sont hors du contexte de l'abeille en tant que telle. C'est vraiment, en fait, ils sont pas nécessairement hors, mais bref. Il y a le fait que les abeilles sont dépendantes de l'environnement extérieur. Donc, on peut pas tout contrôler. Qu'on aime faire quand on prend des mesures, c'est d'essayer de contrôler, par exemple, l'alimentation, on veut contrôler la température, etc., pour que ce soit vraiment juste les aspects qui sont intrinsèques à l'individu qu'on mesure qui soient comparables entre les individus. Donc, c'est vraiment pas le cas chez les abeilles. Donc, des colonies qui sont pas dans le même rucher, par exemple, vont pas avoir le même niveau d'hygiène, mais est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont pas dans le même rucher ou est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont vraiment différents? Donc, ça, c'est un aspect qu'il faut pas négliger dans la sélection. Les protocoles aussi qui sont utilisés pour mesurer les traits sont souvent assez complexes, des fois plus complexes que d'autres. Donc, par exemple, le VSH, c'est vraiment compliqué versus le PIN test, c'est moins compliqué, mais il faut aussi que ces mesures-là soient précises et fiables. Donc, le test que je suis en train de faire, est-ce que je mesure vraiment ce que je veux mesurer? Puis, est-ce que si je fais la mesure 2 fois, je vais avoir le même résultat? Donc, ça, des fois, c'est pas toujours le cas. Puis, il y a des aspects mécanistiques aussi qu'on comprend pas encore tout à fait bien. Donc, tout ça, plus les coûts en ressources humaines et matérielles de faire la sélection des comportements, ça s'ajoute aux difficultés qu'on rencontre. Donc, je ne vais pas dire tout ça pour décourager, mais juste à garder ça en tête que ça se fait pas en claquant des doigts. Puis aussi, avant de commencer à sélectionner sur un comportement qui
est sans doute très intéressant, ben, il faut s'assurer que il n'y aura pas d'effet indésirable. Donc, par exemple, si je sélectionne pour le comportement hygiénique, est-ce que ça va rendre mes abeilles hyper agressives? Donc, ce serait pas mieux. On pourrait, en tout cas, si vous êtes apiculteur, vous comprenez. Heureusement, il y a des études qui ont été faites pour évaluer ça, puis on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation entre le comportement de défense et le comportement hygiénique. Et une étude a vu de faibles corrélations positives, donc les deux caractères étaient augmentés en même temps. Sauf que la mesure du comportement de défense dans cette étude-là était subjective. Donc, c'était pas des mesures quantitatives et ça a été fait par plusieurs individus dans plusieurs pays différents. Donc, on peut se demander si on refaisait l'étude d'une autre manière, si on arriverait au même résultat. Donc, c'était pas le cas pour les deux études précédentes. Donc, ça, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que si je sélectionne pour des abeilles hygiéniques, ben, je n'irai pas rendre mes abeilles folles en même temps. Puis aussi, on peut se demander, par exemple, est-ce que le fait que mes abeilles sont tout le temps en train de nettoyer, ça va entraîner des coûts importants? Par exemple, est-ce que ça va empêcher mes abeilles d'aller récolter du miel? Ben, ce qui a été découvert, en fait, c'est le contraire. C'est que plus les abeilles sont hygiéniques, puis plus elles récoltent de miel. Ensuite, on peut se demander si les abeilles, en retirant autant de couvains, vont pas nuire à l'augmentation de la population d'abeilles en retirant du couvain sain, par exemple. Ben, ça a été réfuté donc en 2014 et en 2021. Les abeilles hygiéniques ne retirent pas de couvain sain. Et l'hypothèse selon laquelle l'immunité individuelle, donc des individus, les abeilles individuelles, était diminuée au profit de l'immunité de la collectivité. Et non, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas moins d'immunité individuelle, même si les abeilles sont plus hygiéniques. Et on est allé vérifier ça aussi. Ben, en fait, Ségolène a vérifié ça pendant son doctorat. Elle a fait des corrélations entre le comportement hygiénique mesuré par le test à l'azote liquide et d'autres traits intéressants. Donc, on voit qu'il y a à peu près pas de corrélation avec... en fait, c'est une très faible corrélation avec la production de miel, qui est positive. Ensuite, c'est corrélé négativement avec l'infestation par varroa. Donc, plus que c'est hygiénique et moins il y a de varroa. Super positif comme résultat, même si la corrélation est négative. Ensuite, le comportement hygiénique, plus il augmente et plus ça augmente la consommation, en fait, la diminution du poids de la colonie pendant l'hiver, donc sa consommation de sirop pendant l'hiver. Ça pourrait être un bémol à vérifier, mais encore là, la corrélation est très faible, donc c'est pas très alarmant non plus. Puis pour ce qui est du développement printanier, ben plus que nos abeilles se développent rapidement, puis plus elles sont hygiéniques. Donc, en conclusion à tout ça, toutes ces inquiétudes qui sont justifiées, il n'y a pas d'effet indésirable à la sélection du comportement hygiénique sur l'apiculture. On peut se demander aussi, c'est quoi les facteurs qui modifient le comportement hygiénique? Donc, à part les gènes des abeilles, est-ce que beaucoup de facteurs ont des influences? Ben, les études qui ont regardé ça ont vu qu'il n'y avait pas vraiment d'influence de la saison, donc, du moment de la saison et de la quantité de couvain. Donc, le fait, par exemple, si c'est le couvain operculé en surface, qui est représenté par les bandes au courant des saisons, et on a les points qui sont reliés par une droite, c'est la moyenne de comportement hygiénique. Donc, ça reste assez stable au cours de la saison et même si la population de couvains diminue à la fin de la saison, ben, ça reste quand même similaire. Donc, il n'y a pas de grosses variations à ce niveau-là. Il y a des effets
En fait, il y a des substances qu'on appelle neuromodulatoires qui peuvent modifier le comportement hygiénique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on rencontrerait nécessairement dans la ruche. C'est vraiment des tests qui ont été faits, mais je trouvais ça intéressant de vous les présenter. Donc, ce qu'on voit, c'est la réponse électrique dans les antennes. Donc, comme je vous ai montré précédemment, selon l'augmentation du stimulus, les triangles sont représentés par les abeilles qui sont hygiéniques, les cercles, les abeilles non hygiéniques. Puis à chaque fois que la forme est foncée, on a ajouté la substance. Donc, à gauche, c'est une substance qui s'appelle l'octopamine et à droite, l'épinastine. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines substances là, qui sont ajoutées qui augmentent la réponse antennaire, donc qui pourraient augmenter l'affinité au stimulus. Donc, ils vont élever les abeilles qui sont non hygiéniques au même seuil que les abeilles qui sont. Tandis que ce qu'on voit à droite, bien, c'est le contraire. Donc, il peut y avoir certaines substances qui ont des effets modulatoires sur l'expression de ce comportement-là. Et sinon, pour ce qui est des aspects qui sont positifs à la sélection du comportement hygiénique, donc pourquoi est-ce qu'on voudrait le sélectionner? Ben, en plus de diminuer la quantité de varroa dans une colonie, ça peut apporter de la résistance à d'autres pathogènes. Donc, il a été démontré que ça peut diminuer la prévalence des virus, donc qui sont liés à varroa. Ça peut permettre la résistance à la loque américaine et au couvain plâtré. Donc, pas négligeable. Pour ce qui est des perspectives, donc, il reste beaucoup de travail à faire pour que nos abeilles hygiéniques soient, en fait, qu'on n'ait pas besoin de les traiter contre quelconque maladie. En fait, je pense pas que ça va arriver un jour. Mais sur quoi on se concentre principalement, c'est vraiment rechercher des tests qui sont plus fiables, plus faciles à réaliser, qu'on puisse appliquer ces tests-là dans des programmes de sélection qui sont vastes et qu'on puisse vraiment aller jouer sur les aspects méthodologiques pour améliorer le gain. Et aussi, ce qui est beaucoup fait, là, c'est la recherche sur tout ce qui est la génomique, comprendre vraiment quels gènes sont impliqués dans ces comportements-là pour complémenter avec les tests phénotypiques là, dans la sélection. Donc, en conclusion, est-ce que les comportements hygiéniques peuvent apporter des choses bénéfiques à l'apiculture québécoise? Je suis convaincue que oui. Puis comment ça va se faire? Ça va être en diffusant la bonne génétique du programme de sélection CRESAD, donc les abeilles qui sont hygiéniques, mais qui ont aussi d'autres traits de performance intéressants. Donc, ça va être en partenariat particulièrement avec les éleveurs de reines qui vont pouvoir prendre cette génétique-là et la diffuser aux apiculteurs qui seront intéressés. Puis, en misant sur la sélection de plusieurs traits, pas juste un seul, mais vraiment une multitude de stratégies, c'est comme ça qu'on va avoir des ruches qui sont fortes et résistantes aux maladies pour tout le monde. Donc, avant de prendre vos questions, je vais juste remercier l'équipe du CRESAD de m'avoir tout appris et de m'avoir assisté dans mon programme de maîtrise. Mes collègues à l'Université Laval, dont Mireille qui m'a beaucoup assisté sur le terrain, et Ségolène pour ses travaux excellents en sélection. Et aussi mon directeur et co-directeur de maîtrise. Puis si vous voulez me poser des questions, je vous laisse mon adresse courriel. Puis, vous pouvez visiter aussi notre site Internet du laboratoire pour voir nos publications. Je vous laisse aussi des références si vous souhaitez aller plus loin. Donc, vous pourrez aller les revoir à l'enregistrement. Puis, je suis prête à prendre vos questions.